Donc, je me présente, je m'appelle Thomas Parouti, je suis le fondateur de l'agence Mieux, qui est une agence de communication RSE qui existe depuis maintenant 14 ans et qui accompagne essentiellement des grandes marques sur les sujets de transition écologique et solidaire. Et je suis accompagné par... Ludovic Pago, enchanté, je suis directeur conseil à l'agence. Donc l'idée, c'est de lancer des pistes aujourd'hui. Le thème de ProDurable, et merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à venir à ProDurable. Hier après-midi, on a dépassé le cap des 13 000 inscrits. L'an dernier, il y avait eu 12 000 inscrits et 10 000 visiteurs. Donc il y a de plus en plus de monde. Et c'est bien que toutes les forces vives de ce pays s'intéressent à la RSE. Aujourd'hui, on va... donc le thème général de ProDurable, c'est sur la transition, évidemment, une transition qui est avant tout culturelle. Évidemment que les ingénieurs ont une part importante à jouer dans la décarbonation, par exemple, dans les éco-socio-innovations. Mais on sait bien qu'il va falloir faire changer les comportements et les communicants sont notamment, les communicants sont là pour faire ça. Donc aujourd'hui, on va vous proposer un petit voyage vers 2030, 2050, ça dépend. On a utilisé plusieurs littératures différentes pour se projeter aussi. Et donc on vous propose dans un premier temps de fermer les yeux. Et on va faire un petit exercice ensemble de projection. Donc fermez tous les yeux. Nous sommes en l'an 2050. Vous êtes aux commandes d'une navette spatiale révolutionnaire, décarbonée, voguant vers une microplanète durable. Ou peut-être évoluez-vous au sein d'une cité interconnectée, vibrant au rythme effervescent d'un monde où toutes les possibilités s'offrent à vous. Vous pourriez même vous imaginer immergé au cœur d'une nature sanctuarisée, puisant votre énergie des éléments eux-mêmes. Un univers où le vivant prévaut sur l'économie. Peut-être encore êtes-vous à la tête d'une start-up au service de la régénération. Où placez-vous votre vision d'un futur souhaitable? Quelles décisions prenez-vous pour provoquer le changement dans les 10, 20 ou 30 prochaines années? Êtes-vous passé à la vitesse supérieure ou avez-vous choisi de ralentir le rythme? Adoptez-vous une approche pas à pas ou une stratégie radicale mettant fin à la production de produits fortement émetteurs de carbone? Quelle direction prenez-vous pour avancer vers une société vertueuse et heureuse? L'avenir est imprévisible, mais une chose est certaine. Aujourd'hui, chaque organisation a le potentiel d'être un laboratoire de prospective. Chaque communauté a le pouvoir de promouvoir le changement et chaque individu détient le pouvoir d'agir. Alors, on commence par où? Vous pouvez ouvrir les yeux et on va essayer de se lancer dans ce voyage. Pour se présenter un petit peu, nous, on a la conviction, et quand j'ai créé il y a 14 ans l'agence Mieux, j'avais la conviction que la communication avait un très grand rôle à jouer dans la transition. On n'est pas juste là pour faire du washing, pour expliquer tout ce qu'il y a de parfait dans une entreprise, sinon ça ne marche pas. Donc il y a des techniques, il y a des habitudes, il y a des expériences. Et en 14 ans, on a évidemment beaucoup progressé, évolué. Voilà, l'agence Mieux, c'est aujourd'hui 25 personnes avec des clients sur à peu près tous les secteurs d'activité. Et cette curiosité qu'on a chez Mieux, on se forme énormément, on a tous fait plusieurs fresques, on essaie de creuser tout le temps, nous a poussé à vous proposer cette conférence, et en fait qui est basée un petit peu sur les 4 scénarios de l'ADEME que vous connaissez. Ces 4 scénarios qui ont pour objectif d'aller vers un net zéro carbone en 2050. Hein, c'est des scénarios France 2050 ou Prospective 2050. Sont 4 scénarios différents. Le premier, pour vous en parler un petit peu, il s'appelle Génération frugale. L'idée, c'est on est sur la sobriété. Il y a la consommation de viande qui baisse énormément, le nombre de kilomètres parcourus baisse énormément, avec évidemment une mobilité douce de plus en plus forte, avec un taux de recyclage assez important, avec beaucoup de démocratie participative et de gouvernance locale. C'est un point important de ce scénario-là. Voilà, donc on est vraiment on réduit partout pour aller vers ce net zéro. Le deuxième scénario, qui s'appelle coopération territoriale, comme son nom l'indique, il est vraiment basé sur des écosystèmes locaux, régionaux, où là aussi, le recyclage, par exemple, est très important. Là, sur ce deuxième scénario, et plus on va avancer dans les scénarios, plus la consommation de viande, par exemple, ou de kilomètres en voiture va moins baisser. Hein. Sur le scénario 1, on est vraiment sur une baisse drastique
de 70-80% de la consommation de viande, par exemple. À la fin, on est plutôt sur de la substitution un peu par du végétal. Mais coopération territoriale, on est vraiment sur un écosystème régional, local, où on démétropolitanise, on démondialise l'économie et on est vraiment sur des systèmes où certains vont utiliser les déchets du voisin pour produire des nouvelles matières, des nouveaux produits, des nouveaux services. La troisième, c'est la technologie verte. En fait, on va inventer des solutions fantastiques qui vont nous permettre de réduire les émissions carbone des moyens de transport, par exemple, de nos produits avec pas mal de réutilisation aussi. Mais on est vraiment sur cette croissance verte qui est évidemment très souvent critiquée parce que les purs et durs de la RSE disent vaut mieux aller sur du 1 et 2. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un vrai discours de plein d'acteurs. Donc l'intérêt, pour nous, communicants sans filtre, c'est de se dire, tiens, comment ça peut s'exprimer. Et le quatrième, c'est le pari régénérateur qui est aujourd'hui très utilisé par les entreprises en disant, globalement, on va changer un petit peu, mais pas trop, et on va foncer vers le régénératif. Hein, pour rappel et pour définition, la RSE, on réduit les impacts, on réduit les externalités négatives. Après, on va aller passer vers du entreprise à impact, où on essaie d'avoir un impact sur son écosystème, mais on reste dans un bilan carbone qui est toujours pas très bon. Après, on va vers l'entreprise contributive. Et le step d'après, c'est l'entreprise régénérative. Donc aujourd'hui, c'est un discours qui est beaucoup porté par les grandes entreprises. Et de toute façon, le scénario de l'ADEME dit on va vers un net zéro avec ce scénario-là, sauf qu'évidemment, il va falloir faire beaucoup de régénération. Donc on n'est pas là pour avoir un point de vue sur les quatre. Nous, communicants, on est là pour se dire, on sait intimement qu'il y a des scénarios qui sont peut-être plus préférables, en tout cas qui sont plus poussés par le monde de la RSE. Mais globalement, ces quatre scénarios sont envisagés par l'ADEME. Et donc la question est de savoir comment on peut exprimer ça, nous, en termes de communication, en 2030, en 2050. Et évidemment, si on vous en parle aujourd'hui, c'est l'idée, c'est qu'on puisse mettre ça en marche très rapidement. Et d'ailleurs, certaines entreprises qu'on va vous présenter ont déjà un discours un peu comme ça. Donc premier scénario qui s'appelle Génération frugale. Il y a un indicateur extrêmement important qui est assez révolutionnaire. Et si vous allez cet après-midi sur le pitch de Timothée Paric, qui a écrit, évidemment, tout le monde le sait, Ralentir ou périr. Et si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, c'est un économiste décroissantiste qui intervient à 15h dans la salle pitch. Le sujet de ces entreprises-là, c'est plus, et d'ailleurs les entreprises contributives le disent aussi, ce n'est pas forcément la croissance économique, c'est vraiment sur des indicateurs de bien-être, de qualité de vie. Voilà. Après, c'est une approche radicale où typiquement certaines entreprises arrêtent de vendre certains produits. On est sur une décarbonation accélérée parce qu'on s'appuie sur une réduction de la consommation et de l'utilisation des ressources. On est dans beaucoup de sobriété, on est dans du slow, dans du low-tech, dans aussi beaucoup de réparabilité dans le scénario 1, mais aussi dans le scénario 2, avec beaucoup d'inclusivité. Je vous parlais de la gouvernance qui est très locale. Et donc, dans les exemples qu'on va vous citer, alors c'est une marque dont je parle assez souvent, mais là, c'est en fait des nouveaux modèles. Et là aussi, WePlay Circular va être présenté cet après-midi, je crois, par Luc, le Belge, qui a mis en place ce sujet-là. Si je vous parle de ça, donc WePlay Circular, c'est une offre de location. Globalement, Decathlon dit, on veut que vous fassiez du sport. Depuis le départ, à fond la forme, notre job, c'est de démocratiser le sport. Donc, comment on fait pour que les gens fassent plus de sport? Ils ont inventé WePlay Circular, qui est une formule que certains ont classifiée un peu... qualifié de formule Netflix ou Spotify. Globalement, on prend un abonnement et on consomme ce qu'on veut. Il y a 3 types d'abonnements. 25 €, 50 €, 75 €. Et pour 25 €, j'ai le droit d'avoir 400 € de matériel chez moi. Pour 50 €, j'ai le droit d'avoir 1000 € de matériel chez moi. Et pour 75 € par mois, j'ai le droit d'avoir 2500 € de matériel. Donc globalement, je suis dans une famille de 4. On a 4 VTT, mais ce week-end, on va aller faire du kayak. On ramène les vélos. Et on va pouvoir prendre des kayaks, mais peut-être que le lundi, quand je ramène les kayaks, les vélos, ils sont repartis dans une autre famille. Deux contraintes, évidemment, garder en bon état le produit,
le ramener dans un état d'usure correct. Et le deuxième point, c'est de prendre un produit d'occasion et pas un produit neuf à chaque fois quand il y a un produit d'occasion qui est disponible. Donc ces formules-là, WePlay Circular, aujourd'hui il y a un bilan. Évidemment sur les sujets carbone, c'est hyper intéressant. Évidemment sur les sujets financiers, c'est hyper intéressant. Mais si je présente ça dans ce cadre de scénario 1, c'est pour le bonheur généré, le plaisir généré par ceux qui ont bénéficié de cette formule. C'est-à-dire gros taux de satisfaction des clients Decathlon, avec des personnes qui ont fait 2 fois plus d'heures de sport et qui ont pratiqué 2 fois plus d'activités sportives. C'est-à-dire les gens qui font habituellement 2-3 activités sportives, qui sont dans cette formule-là, vont faire 4-5 activités sportives et vont essayer le kayak ou le badminton pendant une semaine et ils vont découvrir et ils vont aimer, etc. Donc énorme taux de satisfaction, offre révolutionnaire parce que très positive, parce qu'on est obligé de fabriquer des produits qui sont durables, réparables et qui vont être réparés et remis en état souvent après la première utilisation. Et rentable parce qu'une fois que c'est amorti au bout de 6 mois, 1 an, mais après en fait c'est du service qu'ils vendent et c'est que de la marge. Donc ce projet est vraiment extrêmement intéressant. Et Luc, qui est un mec un peu fou, je ne donne pas son nom de famille parce que je ne parle pas belge, c'est un nom de famille un peu compliqué, mais il est sur un truc sur la supply chain cet après-midi. Je vous invite vraiment à aller voir ce mec qui est extraordinaire. Il est intervenu au C3D, il est resté le soir, c'est un fou. Le deuxième exemple, c'est une offre de Forclaz, qui est la marque de trek de Decathlon, qui s'appelle Minimal Editions, où en fait les randonneurs et les trekkers, donc des gens qui partent pendant 2-3 jours dans la montagne, ont été très surpris de voir Forclaz lancer cette gamme de produits blancs, parce que le blanc, c'est salissant. Et on se dit qu'une tente blanche ou un sac à dos ou un tapis de sol blanc, c'est assez surprenant. Et en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint ce matériel-là, qu'ils ont pu réduire de 25% le bilan carbone. Et une fois qu'ils ont expliqué ça aux clients, tous les produits se sont vendus très rapidement. Donc ça, c'est le premier exemple de Decathlon, qui est évidemment une entreprise à suivre, avec plein d'initiatives. Je vous invite vraiment à suivre sur LinkedIn, par exemple, Isabelle Guyader, qui n'est pas très bavarde. Mais il y a Fabien Brosse, par exemple, qui fait partie du COMEX, maintenant du nouveau comité de direction, qui sont des gens qui sont assez bavards et qui présentent plein d'exemples. Ensuite, un deuxième exemple qui est très connu sur ProDurable, même si j'ai aperçu 2-3 personnes qui viennent peut-être pour la première fois et qui n'ont pas de Veja au pied, c'est le cas de Veja. Et la réponse de Veja depuis 2005 qui sont créés, c'est on ne fait pas de publicité. Donc ils font pas de publicité, mais ils postent quand même pas mal de choses sur les réseaux sociaux, ils sont présents en relations presse. Et ce que dit Veja, évidemment, c'est que les baskets les plus écologiques sont celles que vous pouvez porter déjà, avec leur cordonnerie. Il y en a une à Bordeaux dans l'espace Darwin, il y en a une maintenant qui a dû ouvrir rue de Marseille à Paris en face du centre commercial. Eux, ils sont vraiment sur un produit qui est fait entre guillemets localement au Brésil, produit localement, avec un vrai gros boulot. Je vous invite à regarder le film qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas fait de film depuis 10 ans, mais ils ont fait un film avec un reportage avec les Cinquenderos ou un truc comme ça, là. Les gens qui s'occupent des arbres de l'EVA pour collecter l'EVA et pour faire du vrai caoutchouc naturel. Voilà, ils sont vraiment sur la réduction des impacts, sur la préservation aussi. Et en termes de discours, ils disent on ne fait pas de publicité parce que 70% d'une basket, type Stan Smith, c'est de la publicité. Hein, si vous lisez le bouquin aussi du fondateur de Nike, sa biographie, ou les gens d'Adidas, c'est vrai qu'il y a une part très importante mise dans la publicité et ils préfèrent la mettre dans le produit. Et donc, ils sont vraiment sur cet objectif de réduction. Le troisième exemple qui a très bien fonctionné, on l'a beaucoup vu parce que une campagne avec beaucoup d'humour sur c'est un juif, un viandard, un musulman et un vegan à la même table et c'est pas une blague. Voilà, donc cette campagne d'affichage que certains ont vue. Et après, il y a eu cette attaque du lobby du porc qui les a attaqués parce que les lardons végétaux ressemblaient trop aux lardons de charcuterie classique. Donc ça a fait pas mal de bruit. Ce qui est intéressant sur ces 3 campagnes, c'est qu'en fait, on projette le consommateur dans un nouveau monde, dans une nouvelle société, avec du végétal qui devient complètement quotidien et qui change pas tellement nos habitudes et qui facilite le passage à une consommation décarnée pour les consommateurs.
C'est aussi l'exemple où en fait on n'a plus besoin de publicité. Et ça, franchement, nous, communicants, il faut se poser la question de ce que sera la publicité dans 5 ans, dans 10 ans et tout. Et on voit que ça se rapproche du produit et que ça s'éloigne des campagnes storytelling où on raconte des grands trucs. Voilà, donc là, il y a une vraie évolution qui nous semblait intéressante sur ce premier scénario. Deuxième scénario. Merci Thomas. Le deuxième scénario, en fait, c'est la coopération territoriale. Donc c'est un scénario où effectivement on s'ancre plus sur les territoires, on sort de, comme le disait Thomas tout à l'heure, d'un modèle plus global, plus mondial, pour s'intéresser à ce qui se passe en local, hyper local. Et il se trouve qu'en France, sur ce scénario-là, on a un ensemble de très grandes entreprises, très grandes organisations que vous connaissez tous, et que sont notamment les coopératives. Donc quand on donne le nom de coopérative, le terme, on entend derrière cela très souvent quelque chose d'un peu méconnu, parfois d'un peu désuet, d'un peu ancien. Et une des missions qu'on doit avoir en tant que communicant, c'est justement de faire réémerger et d'assurer la promotion de ce type de modèle qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un modèle qui est équitable, puisque chaque personne appartenant à la coopérative, chaque agriculteur a une voix et donc participe de manière juste aux décisions qui sont prises à l'intérieur de l'organisation. Ça, c'est un point intéressant. Et puis après, c'est des modèles qui sont implantés sur l'ensemble de nos territoires. C'est des modèles qui sont dans la ruralité aussi. Et on sait que la ruralité, en France notamment, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut préserver à tout prix. Ce sont aussi des modèles qui sont, par nature, là on est sur de l'alimentaire évidemment, et par nature aussi très proches du terrain, de la terre et de l'environnement. Et qui assurent, forcément, c'est de cela qu'ils vivent, donc forcément ils assurent une pérennité de leurs exploitations, et ils sont intéressés au premier chef par cette préservation qui parfois n'est que décrétée dans des plus grandes entreprises. Donc là, on a quelque chose une mission qui est extrêmement intéressante en tant que communicant, et à laquelle on s'attelle d'ailleurs, entre autres pour ce client-là, mais aussi pour quelques autres, de faire réémerger ce modèle. Donc je vous invite en fait à découvrir dans le petit film suivant ce qu'est Sodial, que vous connaissez mieux sous d'autres noms, Yoplait, Candia ou Entremont par exemple. Et on va voir si est-ce qu'il se lance directement. Non, je dois le lancer, je pense. Notre affection pour le lait ne date pas d'hier. En 1954, c'est même un verre de lait qui accueille chaque élève de France à son arrivée à l'école. 10 ans plus tard, en 1964, cet attachement conduit 6 coopératives régionales à s'unir pour créer le premier collectif de paysans français, la Sodima. Nous deviendrons ensuite Sodial, un collectif de paysans pour mutualiser nos efforts et défendre ce qui nous unit, la solidarité et le partage. Les éleveurs de la coopérative commencent par créer la marque Yoplait en 1965. Une fleur à 6 pétales s'élance alors à la conquête du tout jeune marché des produits laitiers. Effeuiller, retourner, savourer. Comme tous les yaourts, fromages frais et desserts Yoplait, les Suisses fleurs sont naturellement faits, naturellement frais et tellement plus jolis. Et très rapidement, Sodial, qui se veut visionnaire, investit et développe un savoir-faire unique, diversifie ses gammes de produits et les fait connaître. On a pu créer une marque nationale de produits frais, quelques années plus tard de lait, permettant de bénéficier de la publicité et d'une notoriété beaucoup plus grande. En 1971, nos éleveurs coopérateurs créent Candia, une marque patrimoniale qui défend le meilleur de notre agriculture. Ma maman, elle sait ce que c'est, Candia. Et la tienne, elle le sait. Et en 2011, nous étendons encore davantage notre savoir-faire avec Entremont, la marque au célèbre slogan. Vous avez Entremont, et Entremont, c'est autrement bon. Sodial devient ainsi la première coopérative laitière française. Et depuis plus de 50 ans, dans nos fermes, laiteries, beurreries et fromageries, dans nos bureaux, sur les routes, nous collectons le lait de tous nos éleveurs.
Qu'elle soit en plaine ou en montagne, c'est une ferme sur 5 en France qui unit son destin au nôtre pour fabriquer le meilleur pour nos consommateurs. Une ferme sur 5 pour laquelle nous agissons avec la volonté de contribuer à maintenir un monde rural vivant un peu partout sur le territoire. Avec la volonté de ne laisser personne au bord de la route, parce que c'est ainsi que nous concevons la solidarité. Ce que nous constatons, c'est que dans beaucoup de régions de montagne, ce sont les coopératives qui ont finalement été la seule solution pour les producteurs. C'est ainsi que nous, Coopérative Sodiale, collectif de paysans laitiers français, nous défendons une agriculture et une alimentation responsables et engagées pour le respect du vivant. Et c'est pour ça qu'on a fait les coopératives et c'est pour ça que je reste coopérateur et je reste toujours coopérateur. C'est ainsi que nous défendons notre modèle coopératif, construit sur un modèle solidaire. Une coopérative pour faire grandir et partager le meilleur de nos terroirs laitiers. Voilà, donc une marque qui est ancrée dans notre histoire individuelle, collective, et dont ce sera, et c'est très intéressant aussi de décrire l'avenir avec toutes les perspectives dont on parlait tout à l'heure, les aspects, refaire émerger finalement tous ces aspects de solidarité, d'engagement, qu'ils soient environnemental, social, sociétal. Il y a tout un aspect sur la transmission aussi qui est extrêmement intéressant. Oups, pardon. Avant de passer à cet exemple, en tant qu'observateur de l'économie et de la communication, vous pouvez peut-être noter une différence entre Sodial, qui est une coopérative et qui crée des débouchés pour tous ses producteurs, versus Bell, qui aussi a une démarche très intéressante, hein, mais qui est dans une stratégie de décarbonation, et donc qui dit, en fait, le végétal, demain, le végétal est une autre solution, une alternative, alors qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour Sodial, qui a des stocks de lait et qui doit les écouler, alors que Bell dit, demain, Mini Babybel vert, par exemple, c'est un Mini Babybel végétal qui est plus dans une approche décarbonation. Voilà, donc il y a des enjeux assez intéressants, parce que Sodial, il y a beaucoup, vous avez certainement vu une campagne, alors il y a la campagne qui vient de sortir, là, qui s'appelle Marque de respect, et la question est de savoir comment on fait pour avoir encore des agriculteurs et des éleveurs un peu partout en France pour maintenir aussi l'environnement, même si on sait que le lait de vache, par définition, le vache, donc CO2. Donc il y a un truc intéressant à suivre dans les prochaines années. Merci Thomas. Dans ce second scénario, il y a d'autres aspects autour de la mobilité qui sont extrêmement intéressants. Et évidemment, ça veut dire aussi abandonner un peu de mobilité individuelle et pour se porter plus, enfin en tout cas se porter plus sur des transports publics et transports en commun. Donc on a repris comme exemple cette initiative qui était du gouvernement, hein, c'était la semaine du transport public en 2020, au travers de ces 3 termes, liberté, sérénité, mobilité, qui incitaient à reprendre et redécouvrir ces transports versus la sacro-sainte voiture, qui est encore promue aujourd'hui dans certaines communications qu'on entend notamment en radio, pour des marques de voitures italiennes que je ne citerai pas. Et ce qui était intéressant en fait, dans l'initiative de cette campagne, c'est que justement au niveau des territoires, elle a été réappropriée par tous les territoires, qui l'ont décliné. Alors évidemment, nous en tant que communicants, on voit des petites choses avec des codes qui sont plus ou moins respectés et un graphisme, des typos et tout ça, mais quand même, même des petites villes, là, en l'occurrence on a Sorgues à droite, bon bah eux ils ont pas de train, c'est pas grave, ils ont enfin en tout cas il y a pas de tram pardon, donc il y a un train, un bus, mais ils se réapproprient ça pour assurer sur le territoire la promotion de cette opération avec en même temps une incitation que vous pouvez peut-être pas lire, mais qui est une gratuité sur une journée en particulier sur les transports en commun. Et on voit bien que ça c'est totalement d'actualité puisque il y a des forfaits, voilà, il y a des projets actuellement autour de grands forfaits pour assurer les transports, les TER notamment gratuits. Ça, c'est valable évidemment particulièrement dans le tissu urbain. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi à étudier au niveau rural. Il y a un acteur qu'on accompagne qui s'appelle Mobiléthique, qui s'adresse aux entreprises pour assurer plutôt sur des zones rurales, périurbaines, la mobilité des personnes.
en travaillant justement avec les collectivités à essayer de viser là où il n'y a pas trop de solutions et se dire sur ce territoire, à cet endroit-là, est-ce qu'on peut mettre à la place des vélos électriques? Est-ce qu'on peut promouvoir le covoiturage avec tous les acteurs du covoiturage existant? Et donc là, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'exister seul, mais il s'agit d'exister avec d'autres acteurs et faire en commun. Donc ça, c'est des points très importants. Après, plus rapidement, pour continuer sur la suite, dans ce modèle un peu coopératif, global, territorial, on a aussi évidemment des banques et on aurait aussi pu citer tous les grandes mutuelles, les grands systèmes mutualistes qui contribuent aussi à la vivacité des territoires et qui travaillent au plus proche en fait, des territoires. Sur cette deuxième partie, donc, qui est collectivité territoriale, on voit bien qu'en fait, ce sont des entreprises qui ont une vraie mission de service public. Hein. Alors, sur les transports, c'est assez évident. Sur les banques, les mutuelles ou le premier exemple Sodial, il y a aussi cette volonté de se mettre au service du bien commun. Hein. C'est un peu une phrase qui pourrait être celle d'une entreprise à mission. Mais voilà. Et évidemment, ça ne veut pas dire que les entreprises privées ne doivent pas aller sur le territoire. Il y en a plein qui le font, qui sont ancrés dans des territoires parce qu'elles sont dans des AOC, parce qu'elles sont présentes partout en France. Enfin, je sais que dans la salle, il y a des gens qui travaillent sur des belles marques de cognac, de champagne, ou qui travaillent sur des réseaux présents partout. Voilà, donc cette mission territoriale, elle est évidemment importante. On s'aperçoit évidemment, c'est plutôt les modèles coopératifs ou services publics qui prennent la parole sur ces sujets-là, mais ça peut être intéressant qu'une entreprise privée le fasse aussi. Troisième scénario, les technologies vertes. Et pour illustrer cela, on a choisi un exemple un peu original, un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude, qui est le maillot de bain du futur. Bon, on sort de l'été, de grosses périodes de chaleur, mais finalement, on est encore pas très loin. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'il illustre plein de choses qu'on aime bien chez Mieux. D'abord, évidemment, une initiative française, franco-française. Et puis, à la fois un exemple de biomimétisme, en fait, puisque ce maillot a été conçu de cette manière. Et puis aussi un exemple d'utilisation de matériaux recyclés pour à la fois délivrer de la performance et de la durabilité. Donc il y a un petit film qui est à suivre, qui vous permet de découvrir cette initiative assez originale. Depuis 5 ans maintenant, on fabrique vos maillots de bain localement et à base de matières recyclées. Mais on le sait, même recyclées, ces matières rejettent des microplastiques dans la mer. Aujourd'hui, on va aller plus loin et inventer le maillot de bain du futur. Et pour ça, on allait chercher le champion qu'il nous faut. Ce champion, c'est Guillaume Méry, champion du monde apné. Aujourd'hui, j'ai développé vraiment un rapport fusionnel avec la mer. Dans la plongée en poids constant, on a vraiment eu cette démarche de s'inspirer de ce qui se passe dans la nature, des mammifères marins qui plongent le plus profond. J'ai envie que les gens aillent en mer, et quand on va en mer, on met un maillot de bain. Et donc, comment faire pour que ce maillot de bain, il n'aille pas contre une démarche et contre une idée qu'on veut défendre. Ce qu'on aime bien en tant que communicant, c'est évidemment le storytelling dans cette histoire-là. C'est le fait de se dire, dans la mer, on retrouve des microplastiques. Et ici, qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils font des maillots de bain qui ne rejettent pas de microplastiques, voire qui sont fabriqués à partir d'eux. Donc c'est une démarche qui est très novatrice et intéressante. Complètement d'une autre nature, dans cette dimension-là, on retrouve, dans ce scénario, tout ce qui est énergie nouvelle, énergie renouvelable. Et il y a un grand acteur du transport maritime qui s'appelle CMA-CGM, qui notamment au travers de son fonds d'investissement qui s'appelle Pulse, justement impulse, finance énormément de projets innovants d'un point de vue nouvelles énergies. Et ici on a l'exemple de Energy Observer, qui est ce catamaran que vous voyez, qui avance à la fois par la force du vent, la force vélique, au travers de ces deux espèces de cheminées qui en réalité produisent de l'énergie au travers de turbines, qui est couvert de panneaux solaires et qui a la capacité aussi de tester de l'hydrogène, de la production d'hydrogène vert
directement sur le bateau. Donc c'est quelque chose de totalement nouveau, expérimental, révolutionnaire. Évidemment, aujourd'hui, ces solutions ne sont pas à l'échelle, mais c'est ce modèle-là, en fait, si en tant que communicant, c'est aussi ce type de modèle qu'on doit mettre sur le devant de la scène, promouvoir et aider à émerger pour élargir le champ des possibles et ouvrir de nouvelles voies. Et le quatrième exemple qu'on voulait vous partager, c'est une entreprise qui s'appelle Carbon Loop, qui fait de la production d'énergie avec un bilan carbone globalement négatif. Pourquoi on dit ça? C'est parce que c'est de la production de biomasse. Donc ce sont des déchets végétaux qui vont chauffer dans un four. Ça va produire de l'électricité, de la chaleur, qui vont être disponibles pour une industrie qui fonctionne 24/24. Et le déchet de la biomasse, qui s'appelle le biochar et qui ressemble un peu au charbon, a deux avantages. C'est qu'il régénère la nature, l'agriculture. Donc il va pouvoir être, les agriculteurs vont pouvoir l'épandre dans les champs. Et en plus, on peut y associer un crédit carbone parce qu'il stocke du carbone. Donc globalement, la biomasse est négatif. On a en plus ce biochar avec un crédit carbone. Donc globalement, le résultat de l'équation est négatif. Donc plus on produit d'énergie, plus on capte du CO2. Ah, ça, c'est ces nouvelles solutions très innovantes qui commencent à être mises en place, qui intéressent évidemment l'industrie agroalimentaire au sens très large, c'est-à-dire des gens qui font du blé, du houblon, de la farine, de la bière, etc., ou des alcools, ou du pain de mie. Vous vous rappelez de la pub pain de mie Harris, neutre en carbone, en campagne télé sur un spot de 30 secondes que personne n'a compris. On se dit, qu'est-ce qu'ils font? C'est n'importe quoi. Alors, ils n'ont pas acheté la solution Carbon Loop, je crois. Mais globalement, c'est évidemment une réflexion qu'il y a aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, c'est des nouvelles solutions innovantes. Et c'est assez révélateur de cette troisième piste de rupture technologique, une vraie disruption technologique qui apporte un bénéfice de décarbonation très fort et qui correspond au scénario numéro 3 de l'ADEME. Ensuite, il faut bien le storyteller, il faut faire des jolies infographies, il faut faire des jolis films, il faut présenter ces innovations, etc. Voilà. Le quatrième exemple, c'est ce qui s'appelle le pari réparateur. Donc, on n'est plus sur de la régénération. Globalement, quand vous lisez le scénario de l'ADEME, c'est un peu business as usual, sauf qu'on va régénérer à fond. Voilà. Après, si on peut être un peu critique, 2 secondes. Je ne sais pas si vous avez passé un bel été, mais enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des feux partout et que globalement, il y a un problème de déshydratation des sols. Donc, si on plante des arbres qui brûlent l'été suivant, ça va être compliqué. Donc, globalement, il va falloir trouver beaucoup de solutions de régénération. Il y a aujourd'hui plein d'innovations. On peut avoir des crédits carbone sur de l'immobilier, sur plein de choses. Mais il va falloir y aller assez fort et assez vite. Il y a cette première solution, évidemment, le train, qui, avec Coradia, qui est une innovation d'Alstom qui permet de récupérer de l'hydrogène pour participer à la production et à la vitesse du train. Il y a un deuxième sujet qui est évidemment très polémique tout le temps, qui est ce fameux avion à hydrogène qu'on attend, ou avec des biocarburants, avec en plus des solutions de captation, et c'est clairement exprimé dans le scénario 4 de l'ADEME, il va falloir capturer le CO2 pour le remettre dans le sol. Donc c'est un peu le schéma qu'a fait Airbus en haut à gauche, avec un avion zéro émission, voilà, que certains annoncent pour 2030, même si on écoute Djebari, ça existe déjà. Mais après, quand on écoute beaucoup d'experts, ils disent que ça n'existera jamais. Donc il y a cette technologie fantastique où on va pouvoir régénérer, capturer du CO2, réenfouir ça dans le sol. Et donc la technologie va continuer à nous permettre d'avancer, de progresser avec globalement une consommation par exemple de viande et un nombre de kilomètres parcourus qui va continuer à augmenter. Hein. Sur le scénario 4 de mémoire, c'est plus 28% de kilomètres. Et après, et c'est là où ça tue un peu il y a Neom. Vous connaissez Neom, hein? On va vous présenter un film. C'est un très beau, joli projet et qui est net zéro en carbone et qui capte plein de choses. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature.
The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end-to-end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on Earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. On voulait prendre 2 minutes avec vous pour vous montrer ce film qui est quand même extraordinaire. J'espère que tout le monde est traumatisé, choqué. C'était l'objectif en fin de conférence, toujours bien pour vendre. Voilà, 170 km de long dans le désert, 200 mètres de large, 500 mètres de hauteur. Le truc est complètement dingue. Et évidemment, net zéro, avec de la ventilation, avec je fais mes courses à 5 minutes, etc. Et tout. Bon, je ne sais pas si ça va exister ou pas, mais on est quand même sur un truc qui est complètement dingue. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était, on va régénérer. Et évidemment, dans le NEOM, là, The Line, il y a aussi beaucoup de technologies vertes avec la possibilité en 20 minutes de faire 170 km. Donc c'est un truc assez dingue, voilà. Et je ne sais pas si des gens y croient, mais voilà, ça fait partie de ce qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Donc on était content de partager avec vous ça 2 minutes. Évidemment, quand on prend un peu de recul, maintenant on se dit qu'il n'y a pas de scénario unique, hein, que ces 4 scénarios vont être mixés, mélangés, et que il y aura forcément des espaces de sobriété, il y aura forcément de l'éco-conception, il y aura forcément une décarbonation à la source avec des achats plus responsables, avec plus de matières recyclées ou biosourcées. Et qu'ensuite, il y aura certainement des technologies un peu comme Carbon Loop, qui est aujourd'hui une petite boîte en train de se lancer, qui se développe, mais ça sera forcément un mix. Voilà. Après, nous, communicants, par rapport à ça, globalement, par rapport à tous ces futurs, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a un très grand rôle à jouer, qui est de participer à la création d'une nouvelle culture, un nouvel imaginaire, un nouveau récit. Et d'ailleurs, c'est un peu demain, on a une conférence sur le sujet, sur la communication et les nouveaux récits. Mais l'idée, c'est vraiment que chacun de nous, communicants, marketeurs, acteurs de l'entreprise, participions à un futur, en tout cas décarboné, en aidant peut-être des technologies vertes, peut-être en travaillant sur la régénération. Et vous avez vu, il y a Reforestation, Écoterie, etc. Il y a des acteurs de la forêt, il y a l'ONF aussi. Mais globalement, l'idée, c'est qu'on soit tous acteurs et qu'on aille plus vite, plus fort. On avait fait l'an dernier une conférence avec nos amis de Spring Lab sur la radicalité. Voilà, on s'aperçoit qu'une entreprise qui prend des risques, en fait, embarque une partie de son écosystème, gagne de la préférence de marque, gagne des points de réputation. Et la communication est là pour promouvoir globalement ces initiatives et leur ambition. Et l'idée, c'est d'impulser ce changement dans la société et de créer... je crois que c'est la seule conférence où on ne parle pas de Barbie. Mais voilà, on pourra en parler une fois, si vous voulez. Mais globalement, l'idée, c'est de montrer une nouvelle voie. Putain, quand je fais le lien avec Barbie, je vois que tout le monde n'est pas d'accord. Hein.
Et donc ensuite, après, il y a une conduite du changement. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste, nous, avec nos petits bras de communicants, en train de faire sortir des campagnes et une jolie stratégie éditoriale sur LinkedIn. C'est vraiment de faire comprendre avec un processus de conduite du changement assez classique où il y a une urgence, on crée une coalition. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont créé volontairement ou involontairement des coalitions avec des salariés qui sont regroupés pour former des collectifs et pour porter une nouvelle voie dans l'entreprise. Ensuite, porter une vision. Et là, c'est les collaborateurs qui doivent co-construire avec le comité de direction une nouvelle vision. Et ensuite, donner des billes, donner du temps, inciter les collaborateurs à agir, leur donner du temps, parfois de l'argent. Il y a certaines entreprises, vous savez, qui ont créé des bourses internes du carbone et qui vont maluser les mauvais projets et bonuser les bons projets. C'est extrêmement vertueux. Et ça donne du temps et de l'argent pour que les collaborateurs mettent en place de l'innovation. C'est intéressant d'organiser souvent des hackathons, des moments de co-construction avec les collaborateurs qui, forcément, parfois certains qui sont dans des services de compta, RH, qui ne travaillent pas du tout sur l'innovation, peuvent être force de contribution. Évidemment, fêter les succès, valoriser toutes les étapes accomplies. Ensuite, consolider les efforts et accélérer, et surtout ancrer le changement dans la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RSE est un nouvel élément de culture qui fédère l'ensemble des collaborateurs. Vous voyez cette tendance qui est en train d'apparaître où les directions RSE vont devenir des directions du reporting RSE. Et petit à petit, la RSE est en train d'arriver dans toutes les fonctions. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas Excel et qui sont dans les directions RSE. Par contre, c'est une très bonne nouvelle pour tous les autres. Voilà, si vous voulez faire de la RSE, j'ai envie de vous dire, allez pas forcément dans une direction RSE. Vous avez le pouvoir de changer le marketing en marketing responsable. Donc ce changement, il doit être ancré, il doit être culturel, il doit faire partie de l'entreprise pour accélérer, basculer. Et on a une chance extraordinaire, c'est qu'en France, on est en avance, et il y a plein d'études qui le démontrent, que ce soit dans les entreprises, classement EcoVadis qui est sorti il y a 2-3 ans, la France est 3e derrière la Suède, je crois, et la Norvège, et l'Allemagne est 14e, les US sont 25e. En France, on est très fort sur la RSE. On a des leaders mondiaux dans certains secteurs, l'économie circulaire, le bâtiment, ou la RSE, enfin et le marketing durable, les offres ont beaucoup évolué. Et deuxièmement, on a une chance énorme, c'est que le public français commence à être de plus en plus sensibilisé. Alors il y a évidemment toujours des trolls sur X. Il y a toujours des gens qui disent « ouais, mais en fait, dérèglement climatique, ça a toujours existé ». Mais globalement, les consommateurs français, quand vous regardez toutes les études européennes, sont en avance dans leur connaissance. Et c'est notamment parce que, enfin, les médias, il y a 1 an et demi, 2 ans, ont commencé à shifter et à s'intéresser au sujet. Et évidemment, Radio France notamment, mais France Télévisions, TF1 qui fait beaucoup aussi. Voilà, je vous invite à suivre Quota Climat sur LinkedIn, qui est une asso qui veut plus de climat dans les médias. On voit qu'il y a une transformation culturelle qui est en train de se passer en ce moment et qui accélère. Donc ça veut dire que la communication doit se transformer et que la publicité promo 3 mars acheté, le 4e offert, en fait, elle ne peut plus exister. On ne peut plus pousser à la surconsommation. La communication corporate, rapport RSE uniquement, en fait, elle n'est pas suffisante. Il y a beaucoup d'entreprises qui réussissent. Il y a des entreprises qui sont hyper bien notées dans les classements RSE parce qu'elles font des super bons rapports. Je pense notamment à des groupes internationaux de grandes consos qui sont très bien notés, alors qu'en fait, on ne voit pas grand-chose se passer chez elles. Donc cette communication un peu bipolaire où je vais faire de la promo en rayon et de l'autre côté, je vais faire un rapport RSE bien léché, en fait, elle ne fonctionne plus. Il faut évidemment mélanger tout ça et créer une nouvelle communication sur un nouveau récit qui embarque tout le monde et qui participe à l'évolution de la société. Aujourd'hui, nous, communicants, acteurs de l'entreprise, on a un rôle à jouer dans cette nouvelle culture de demain. On a un rôle énorme à jouer. Si on fait des belles campagnes, si on fait des campagnes qui embarquent, on va pouvoir participer à une nouvelle création. Je pense à la campagne de Jules, que vous connaissez peut-être, pas la dernière, l'avant-dernière, sur la représentation masculine dans la publicité, où l'homme doit être fort, l'homme doit être plus grand que la femme, etc. et tout. Voilà, je pense que c'est une publicité qui a contribué à un nouveau regard de l'homme dans la publicité. La publicité a vachement évolué sur les stéréotypes sociaux. Il y a l'EPE, l'association des entreprises pour l'environnement, qui a sorti un guide des 10
stéréotypes dans la publicité. Mais globalement, sur l'environnement, ça ne bouge pas assez. Il y a encore trop d'environnements, enfin de représentations de la nature qui sont totalement artificialisées. Donc nous, communicants, on a un vrai rôle à jouer là-dessus. Il faut que la communication soit responsable, soit éco-conçue, soit là pour embarquer les entreprises et leur public, consommateurs, collaborateurs, fournisseurs, grand public, dans un nouveau récit et dans des nouveaux comportements plus responsables. Et quand on rentre dans le détail ensuite, évidemment, là, pour accompagner le changement, il faut de la répétition. Donc il faut par exemple du micro-learning et il faut répéter pour inciter à une transformation. Aujourd'hui, les campagnes de CRM, comme on les appelle, ne sont pas assez au service de la transformation des comportements. Vous regardez toutes les newsletters, on pousse à la consommation. Cet après-midi, on fait un truc qui s'appelle le grand quiz du greenwashing, qui est ce premier spectacle humoristique. On va parler de Camif, qui est une marque qu'on adore tous depuis qu'Emery l'a récupérée. Sauf que parfois, ça dérape. Et dans la promo, il y a des trucs qui ne sont pas top. La promo, aujourd'hui, et les campagnes d'emailing, en fait, il n'y a pas de sujet RSE. Et tous les deux, on a passé, moi, il y a 15 ans, et Ludo, il y a quelques années, pas mal de temps dans le CRM. Il faut mettre les CRM, les campagnes CRM, aussi au service de la transformation, parce qu'il y a une communication itérative. Deuxièmement, il faut utiliser le marketing, la PLV, au service du changement de comportement. Aujourd'hui, nous, on avait fait une analyse avec une des marques de Decathlon sur le discours développement durable en magasin. Et aujourd'hui, 1, il est faible, 2, il est plutôt mal fait, il est rafistolé. Et même dans des grandes enseignes de retail du sport qui sont plutôt en avance, c'est pas bien expliqué. Donc il y a tout un travail à faire aussi en magasin. Il faut évidemment que la communication soit utile. Et ça, globalement, c'est le truc de base, c'est que voilà, il faut qu'elle fasse œuvre de pédagogie, il faut qu'elle explique qu'il faut faire parfois moins, qu'il faut changer de comportement. Elle doit être transformative et elle doit montrer une nouvelle direction. Voilà, donc c'est des éléments comme ça qui nous semblent être nécessaires dans la transformation de la communication. Et donc notre vision de la communication, c'est que le storytelling doit être source d'innovation. La communication doit questionner, elle doit permettre de se poser. Moi, je dis souvent que, vous connaissez l'expression, c'est que de la com. Et en fait, c'est pas que de la com. Et parce que la com, c'est communication, c'est communicaré, donc c'est mettre en commun. C'est participer à une culture commune. Et donc, l'entreprise, elle se pose des questions et elle doit en parler. Elle doit parler de ses fragilités, elle doit interroger ses différents publics, elle doit poser ses enjeux et elle doit co-construire avec ses parties prenantes une nouvelle histoire. Et elle doit évidemment inspirer. Il y a une citation que je connais par cœur, alors qu'hier soir je me suis dit il faut que je l'apprenne, que je serai capable de sortir à peu près à toutes les heures. Donc je vais tricher, je vais regarder sur mon téléphone dans mes photos favoris cette citation que j'ai lue cet été dans un livre qui s'appelle Transition. On ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un nouveau modèle qui rende l'ancien obsolète. Voilà, notre rôle, c'est d'apporter quelque chose en plus. On ne fera pas envie en disant « tu vas moins consommer ». On ne va pas faire envie en disant « il faut être sobre ». Il faut apporter des bénéfices conso, comme on dit depuis toujours. Voilà. Donc il faut construire, il faut inspirer, il faut montrer une nouvelle direction, il faut faire rêver, comme on nous a appris dans les écoles de commerce il y a 30 ans. Sauf que le rêve aujourd'hui, ce n'est pas de la surconsommation, ce n'est pas « je possède donc je suis heureux », c'est « je participe à cette transition, je suis acteur de la transition et je vais être heureux, peut-être parce que je vais moins posséder ou parce que je vais consommer mieux, je vais profiter de nouveaux produits. » Voilà, donc c'est là où il y a un changement, c'est que la communication a un rôle essentiel à jouer dans la transition. Et c'est un peu le message qu'on voulait partager avec vous ce matin. Et on voulait vous inciter dès demain matin, ou si vous êtes sur ProDurable, dès jeudi matin, à devenir acteur du changement en tant que communicant. Merci beaucoup. Et merci à Julie qui a énormément contribué, qui n'a pas voulu monter sur scène, je balance, mais qui a énormément contribué à la présentation. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? On a jusqu'à quelle heure? 11h30, mademoiselle? 11h20. Donc on a juste moins une minute pour une question. Mademoiselle. Aujourd'hui, un des défis de la communication, c'est de se faire entendre, parce que les gens ne veulent plus lire, on les
Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la quantité est souvent plus importante que la qualité sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il faut avoir plein de preuves et qu'il faut en parler souvent. Typiquement, Bertrand Siderski de Carrefour prend la parole toutes les semaines avec sa petite vidéo téléachat, etc. Et il a plein de preuves. Et donc à force, on comprend que la RSE de Carrefour se bouge. Donc il faut continuer à beaucoup communiquer. Et après, évidemment, il faut être créatif. Et c'est là où il faut s'appuyer sur les équipes créatives des agences, sur les créateurs de contenu, éventuellement influenceurs ou pas, mais sur la RSE, moi j'ai toujours du mal à en trouver, et sur le monde de la culture aussi. Et c'est un peu un teasing pour la presse de demain. Je pense que le monde de la culture, le cinéma, les documentaires, l'art, peut être source d'inspiration parce que ça fait partie de notre culture. Ils ont communiqué, ils ont mis en commun. Et donc je pense qu'il y a un rôle à jouer vraiment en s'appuyant sur la pop culture notamment. Enfin sur toutes nos références culturelles. Et donc s'appuyer sur cette culture et ensuite être créatif, être... voilà. Et ensuite la radicalité, peut-être le troisième point, c'est qu'en fait des choix radicaux vont faire émerger. Pourquoi Patagonia est une marque que tout le monde connaît ici? C'est parce qu'ils ont fait Don't Buy the Jacket, parce qu'ils ont réparé des blousons, voilà. Et typiquement, Decathlon, qui est une marque dont j'ai pas mal parlé aujourd'hui, a fait des campagnes de communication qui sont vraiment très originales, très créatives, que soit Nolta-Ced, qui était Decathlon inversé sur le rachat des produits des consommateurs par Decathlon, où ils inversaient la logique du commerce, que soit la campagne avec toutes les places handicapées, avec les symboles des Jeux paralympiques. Voilà, il faut être créatif pour émerger. Et ces campagnes, enfin, le post qui avait été fait par l'attaché de presse de Decathlon sur les signaux de parking pour les personnes handicapées, il y avait eu en une semaine 200 000 likes sur LinkedIn et ça avait fait beaucoup de bruit. Et on a tous, enfin la majorité de nous, avons vu cette campagne-là. Donc la créativité, elle est essentielle. Juste une précision aussi pour répondre à cette question, il y a une tendance qui est intéressante, qui est tout comme il y a la slow life, il y a aussi le slow content en fait, qui est une manière de ralentir. Nous aussi, on a un rôle à jouer là-dedans. Quelque part, on est aussi un acteur de l'économie et on a aussi notre propre empreinte à surveiller. Et ce principe qui consiste à faire moins et à faire mieux pour justement regagner de l'auditoire, en fait, être audible, parce qu'il y a trop de messages, il y en a énormément, et conseiller les entreprises pour leur dire ne soyez pas, n'ayez pas l'objectif de l'exhaustivité, en fait, de mener tous les combats, d'être sur tous les terrains en permanence, mais de choisir les canaux et de choisir les messages. Ça, c'est aussi une mission qu'on a, nous, en tant que communicants, pour justement ralentir et permettre aux consommateurs d'absorber, enfin aux consommateurs, au public en général, d'absorber mieux les messages. Voilà. Bon, je crois qu'il faut qu'on libère la place pour les prochains. Merci beaucoup. On se retrouve sur le stand 44 pour l'agence Mieux. Ensuite, il y a un grand jeu quiz humoristique ce soir à 17h sur le greenwashing, où on va bien se marrer. Merci beaucoup, à bientôt.